Peter Pan. Tous les enfants grandissent, tous sauf un. Voici l'histoire de cet enfant qui ne devint jamais grand. Il s'appelait Peter Pan. Dans une jolie maison, vivaient avec leurs parents, deux jeunes frères, John et Michael, et leur sœur Wendy. Un soir, tandis que tous trois étaient endormis, leur maman, Madame Darling, lisait au coin du feu. Soudain, la fenêtre du balcon s'ouvrit toute seule et un petit garçon entra en volant. Il était vêtu d'une culotte et d'une courte veste entièrement faite de feuilles, et suivi d'une petite lumière très brillante, de la taille d'une main d'enfant. Lorsque Madame Darling aperçut le visiteur et sa petite lumière, elle se mit à crier. Aussitôt, la porte de la chambre des enfants s'ouvrit avec fracas et un gros chien se précipita dans la pièce. C'était celui des trois petits qu'il avait baptisé Nana. La bête se mit à gronder et fonça sur le jeune garçon. Le pauvre prit ses jambes à son cou, mais son ombre, elle, ne fut pas assez rapide, et Nana parvint à l'attraper entre ses crocs. Madame Darling dégagea l'ombre et l'examina très attentivement. Puis, elle l'affoura dans un tiroir. Le soir suivant, Monsieur et Madame Darling durent aller en visite. Avant de partir, ils se rendirent dans la chambre de leurs enfants pour les border. Comme ils y entraient, Nana se jeta sur Monsieur Darling. « Ce chien n'a rien à faire ici, déclara le papa furieux. « Ne vaudrait-il pas mieux qu'il reste auprès des enfants cette nuit ?» demanda son épouse. « Hier soir, il s'est en effet passé quelque chose d'étrange. Un petit garçon est entré par la fenêtre en volant. Nana l'a chassé. » Mais Monsieur Darling ne l'écoutait plus. Il attrapa le chien par son collier et l'emmena en bas. Madame Darling essaya de consoler les enfants et leur chanta des chansons jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Puis, elle sortit de leur chambre sur la pointe des pieds. Peu de temps après, une petite lueur volta à travers la chambre. En fait, il s'agissait d'une toute petite fée, pas plus grande qu'une paume d'enfant, la fée Clochette. Elle se mit à fouiller dans tous les tiroirs, puis s'assit sur le bord du broc posé sur la commode. Soudain, la fenêtre du balcon s'ouvrit comme la veille et le même petit garçon entra. « Clochette, murmura-t-il, où es-tu? As-tu trouvé mon ombre ?» La fée émit un bruit évoquant celui d'une clochette en or et le garçonnet courut vers la commode où il trouva son ombre dans le tiroir. Il essaya de la recoller à son corps au moyen d'un peu de savon, mais en vain. Il s'assit alors sur le plancher et se mit à pleurer doucement. À ce bruit, Wendy s'éveilla. Elle se dressa dans son lit et, apercevant le petit visiteur, lui demanda « Pourquoi pleures-tu, petit garçon ?» Ce dernier leva immédiatement la tête et interrogea à son tour « Comment t'appelles-tu, fillette ?»« Wendy Moira Angela Darling, » répondit Wendy. « Et toi ?»« Moi, c'est Peter Pan, » dit le gamin. « Ah, et où habites-tu » poursuivit Wendy. « Deuxième à droite, puis tout droit jusqu'au matin, » déclara Peter Pan. « Quelle drôle d'adresse » s'étonna la petite fille. « Est-ce cela qui se trouve écrit sur les lettres que tu reçois ?»« Je ne reçois pas de lettres, » répliqua Peter Pan. « Mais ta maman reçoit sûrement, » insista Wendy. « Je n'ai pas de maman, avoua Peter Pan. Wendy sauta alors hors de son lit et se précipita vers le garçonnet. « Comme c'est triste. Je comprends maintenant pourquoi tu pleurais. »« Je ne pleurais pas à cause de ma mère, » expliqua le petit garçon, « mais parce que mon ombre ne voulait plus tenir. D'ailleurs, je ne pleurais pas. » Wendy, compatissante, alla chercher une aiguille et du fil et recousit l'ombre autour des pieds de Peter Pan. Le gamin se mit alors à danser autour de la pièce en chantonnant « Quel malin je suis !»« Si tu es si malin, pourquoi avais-tu besoin de moi ?» reprocha Wendy un peu vexée. Et elle se remit au lit en tirant haut les couvertures sur sa tête. « Oh, Wendy, s'il te plaît, ne sois pas fâchée, supplia Peter. Je sais bien que tu es plus intelligente que moi. » Mais Wendy refusa de se montrer. « Une fille vaut bien 20 garçons, c'est sûr, » insista Peter. Aussitôt, Wendy rejeta toutes les couvertures. « Tu le penses vraiment ? Alors je te donne un baiser, dit-elle. » Mais Peter n'avait jamais entendu parler de baiser. Au lieu de tendre la joue, il tendit la main. Heureusement,
Wendy comprit et elle posa son dé en argent dans la main de Peter. « À mon tour de te donner un baiser », déclara le garçon en lui offrant un de ses boutons en forme de gland. La petite fille l'attacha à la chaînette qu'elle portait autour du cou. « Quel âge as-tu, Peter » demanda-t-elle ensuite. « Je ne sais pas exactement, mais je ne suis pas bien vieux. »« Et où sont tes parents ?» s'enquit encore Wendy. « Je ne sais pas non plus. Je me suis enfuie quand j'étais tout petit. J'avais entendu mes parents discuter de ce que j'allais devenir quand je serais grand, mais je ne voulais pas devenir grand. Je veux rester toujours petit. Alors je suis partie. J'ai vécu tout un temps chez les fées. » À ce moment, ils perçurent un joli tintement. « C'est Clochette », commenta Peter. « Elle me signale que je l'ai enfermée dans le tiroir. » Il ouvrit ce dernier et en effet, la petite fée en sortit d'un bond. Elle était vraiment très fâchée. « Oh, qu'elle est mignonne !» s'écria Wendy qui reprit. « Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas restée chez les fées. Où habites-tu maintenant ?»« Au pays de l'imaginaire, avec les 6 garçons perdus. Ce sont tous des enfants qui sont tombés de leur landau quand leur bonne ne regardait pas. Et moi, je suis le capitaine des garçons perdus. Parfois, je viens chez toi écouter ta maman lorsqu'elle vous raconte de belles histoires. Mais je dois retourner au pays de l'imaginaire, car j'ai promis aux garçons de leur conter la fin de Cendrillon. »« Oh, s'il te plaît, reste encore un peu, supplia Wendy. Je te lirai des quantités d'histoires. » « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi afin de les raconter toi-même aux garçons perdus ?» proposa Peter. « Tu pourrais être notre maman et nous border le soir. »« Mais comment arrive-t-on au pays de l'imaginaire » demanda Wendy. « Je t'apprendrai à voler, » assura Peter. « Pourrais-tu aussi apprendre à voler à John et à Michael pour qu'ils puissent tous deux nous accompagner » s'informa Wendy. « Bien sûr » assura Peter. Wendy éveilla alors ses petits frères, tandis que Peter chuchotait quelque chose à l'oreille de Clochette. La fée versa un peu de poudre magique dans les mains du garçonnet et ce dernier la souffla au visage des 3 enfants. « Battez maintenant des bras et suivez-moi » ordonna Peter Pan. Les enfants essayèrent et en effet s'envolèrent, de plus en plus haut, jusqu'à ce que leur crâne heurte le plafond. « Pourquoi n'allons-nous pas dehors » s'énerva John. Peter n'attendait que ces mots. « Venez » s'écria-t-il. « Au pays de l'imaginaire, vous rencontrerez des sirènes et des pirates. »« Chouette, des pirates !» s'exclama John en mettant sur sa tête le haut de forme de son papa. Peter ouvrit la fenêtre et les enfants prirent leur envol derrière lui. Le petit Michael, lui, avait emporté son ours en peluche. Veux-tu savoir si les enfants vont arriver au pays de l'imaginaire ? Leur voyage se poursuit à la page 17. À toute vitesse. Simon habitait avec son père et sa mère le dernier étage d'un haut immeuble. Pour parvenir à leur appartement, il fallait grimper 30 volets d'escalier. Aussi les parents de Simon et tous ceux qui venaient chez eux empruntaient-ils l'ascenseur. Mais pas Simon. Il adorait monter et descendre les escaliers. Un jour, sa mère l'appela. « Simon, va au magasin et rapporte-moi un morceau de porc. » Simon descendit les escaliers tellement rapidement qu'il manqua çà et là quelques marches. Il franchit la porte au galop et fila ventre à terre jusqu'à la boutique. Tout en courant, il s'est répété à haute voix « Un morceau de porc, un morceau de porc, un morceau d'or, un monceau d'or. » Et quand, tout essoufflé, il parvint au magasin, il demanda « Je voudrais de l'or, s'il vous plaît. » « Ne dis donc pas de bêtises, fit le marchand, tu sais bien que je ne vends pas d'or. » Simon repartit chez lui à toute vitesse et grimpa 4 à 4 les escaliers qui menaient à son étage. « Le marchand a dit qu'il ne vend pas d'or, » annonça-t-il tout essoufflé à sa mère. « Oh Simon !» s'exclama celle-ci, « tu perds la tête à force de t'en courir. » Le lendemain, Simon dut à nouveau se rendre au magasin. Cette fois, il devait aller chercher une cruche d'oseille. Simon déboula jusqu'au bas des escaliers, passa la porte à toute allure et s'enfuit au pas de course jusqu'à la boutique. Pendant qu'il courait, il se répétait à haute voix « Une cruche d'oseille, une cruche d'abeilles, une ruche d'abeilles. » Et lorsque Simon se trouva devant le marchand, il lui demanda « Je voudrais une ruche, s'il vous plaît. » « Ne dis donc pas de bêtises, fit le marchand. Tu sais bien que je ne vends pas de ruche. »
Simon repartit à fond de train vers son immeuble et monta sans s'arrêter les 30 volets d'escalier jusqu'au dernier étage. « Le marchand a dit qu'il ne vend pas de ruches, déclara-t-il à sa mère. « Oh, Simon, répliqua celle-ci, la prochaine fois, prendons l'ascenseur. » 2 jours plus tard, Simon fut de nouveau envoyé à la boutique. Cette fois, il devait rapporter à sa mère pour 2 sous de prunes. Il dégringola les escaliers, passa la porte au pas de charge et détala jusqu'au magasin. Tout en courant, il se répétait à haute voix « 2 sous de prunes, 2 bouts de prunes, 2 ours brunes. » En haletant, il entra dans le magasin. « Je voudrais 2 ours brunes, s'il vous plaît, » demandait-il au marchand. « Mais enfin, Simon, dit ce dernier, tu sais bien que je ne vends pas d'ours. » Simon repartit chez lui en courant et escalada à toute allure les 30 volets d'escalier conduisant à son étage. « Le marchand m'a dit qu'il ne vend jamais d'ours, » affirma-t-il à sa mère. « Oh, Simon, s'énerva celle-ci, tu as vraiment perdu la boule. Et d'où vient ce trou dans ta culotte ?» ajouta-t-elle. « Eh bien, je suis tombé, » expliqua Simon. « Je vais devoir t'acheter une nouvelle culotte, » soupira la mère. Simon dévala les escaliers et courut à perdre haleine jusqu'à la boutique. Tout en courant, il se répétait à haute voix « Une culotte, une hulotte, une lotte. » À bout de souffle, il parvint enfin au magasin. Il prit une profonde inspiration et demanda « Je voudrais de la lotte, s'il vous plaît. »« Bien sûr, Simon, » dit le marchand, qui lui en remit une belle tranche. Simon repartit comme une fusée jusque chez lui et s'envola sans respirer jusqu'au dernier étage. « Le marchand avait de la lotte !» s'écria-t-il, suant et soufflant à sa mère. « Comme tu es malin, mon Simon !» le félicita celle-ci, « d'avoir deviné que j'avais besoin de lotte. En effet, je n'avais pas de poisson pour le dîner. » Peter Pan et les garçons perdus. Wendy et ses 2 frères volèrent longtemps derrière Peter Pan. Ils virent des millions d'étoiles et des millions de rayons de soleil qui leur indiquaient le chemin. Finalement, ils découvrirent, juste en dessous d'eux, le fameux pays de l'imaginaire. Comme ils amorçaient la descente, ils eurent l'impression d'être retenus par des mains invisibles. Peter Pan frappa l'air de ses petits poings en grognant. « Ils ne veulent pas que nous atterrissions. »« Qui ça, ils » demanda Wendy curieuse. D'abord, Peter refusa de répondre. Il lança un regard à Clochette, qui volait à côté des enfants Darling. Puis il dit « les pirates. Ils ont déjà découvert Clochette. Et si nous nous rapprochons, ils tireront sur elle avec leurs gros canons. Il faut que Clochette se cache sous le chapeau de John. » Wendy ôta alors le haut de forme de la tête de son frère et la petite fée y sauta. Ils poursuivirent ensuite leur route sans un mot, pour que les pirates ne puissent pas les entendre. Soudain, un bruit assourdissant éclata. Les pirates commençaient à tirer. Les enfants furent secoués dans tous les sens. Affolée, la pauvre petite Wendy ferma les yeux. Lorsqu'elle osa les rouvrir, elle s'aperçut que Peter Pan et ses frères avaient disparu. La fée Clochette sauta alors hors du chapeau. En fait, elle était un peu jalouse de la petite fille, surtout parce que Peter Pan lui avait offert son bouton en forme de gland. Elle se mit à volter à toute vitesse de gauche à droite, de haut en bas et vice-versa. Wendy ne put rien faire d'autre que la suivre. Mais très vite, elle fut épuisée. En bas, au pays de l'imaginaire, les 6 garçons perdus attendaient Peter Pan. Non loin d'eux, les terribles pirates les épiaient. Quelques-uns d'entre eux tiraient une lourde charrette sur laquelle leur chef, le méchant capitaine Crochet, était confortablement installé. Le crochet qui remplaçait sa main droite lui avait valu son surnom. Les pirates étaient suivis d'un groupe d'Indiens, menés par une belle princesse, Lys Tigré. Les peaux-rouges n'aimaient pas beaucoup les garçons perdus, et ils appréciaient encore moins les pirates. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient eux-mêmes suivis par des bêtes féroces, des lions, des tigres et des ours, très, très affamés. Soudain, un sinistre chant s'éleva dans la forêt. « Pavillon à tête de mort,
Sabre au clair et crochet de fer, les pirates sont les plus forts, ils sont les rois de la mer. Les garçons détalèrent tous comme des lapins vers leur cachette souterraine. Mais le capitaine Crochet ordonna à ses hommes de les poursuivre et les pirates s'élancèrent à leur suite, à l'exception du second Smee. « Il nous faut absolument capturer ce maudit Peter Pan !» gronda le capitaine Crochet. « C'est à cause de ce garnement que j'ai perdu ma main, dans la gueule de ce grand crocodile qu'il avait lancé à mes trousses. Depuis ce temps-là, cette sale bête nous suit partout. Si seulement nous pouvions nous en débarrasser !» Le capitaine Crochet alla s'asseoir sur un énorme champignon. « Il y a déjà longtemps que ce crocodile m'aurait dévoré tout cru si je ne lui avais pas fait ingurgiter un réveil. Maintenant, heureusement, dès que j'entends le tic-tac du réveil, je puis me mettre à l'abri. » Soudain, le capitaine Crochet fit un bond. « Au secours, je prends feu !» hurla-t-il. « Smee, ce champignon est brûlant !» Le second essaya vite de soulever le chapeau du champignon. Il vit alors une cheminée qui dégageait de la fumée. En fait, les pirates venaient de découvrir la tanière des garçons perdus. Le capitaine Crochet et le gros Smee inspectèrent alors tous les alentours et aperçurent 7 troncs d'arbres percés chacun d'une ouverture suffisante pour laisser passer un gamin. « Impossible d'entrer par là !» déclara le capitaine Crochet. « Mais j'ai un plan. Nous allons retourner au bateau. Tu prépareras un gâteau recouvert de sucre vert. Nous le déposerons sur la plage aux sirènes, car les garçons vont souvent y nager et y jouer. Leur gourmandise n'y résistera pas, et ils en mourront, car ils n'ont pas eu de mère pour leur apprendre qu'il est très dangereux de manger du gâteau au sucre vert. » « C'est l'idée la plus ignoble et aussi la meilleure que j'ai jamais entendue, » admit Smee. Les 2 pirates se mirent à danser de joie, mais tout à coup un drôle de son leur parvint. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. « Le crocodile !» hurla le capitaine Crochet en détalant à toute vitesse. Les garçons perdus les entendirent courir et sortir de leur cachette. Tout en haut dans le ciel, ils aperçurent quelque chose qui volait. C'était Wendy, mais les gamins crurent qu'il s'agissait d'un oiseau blanc. « Peter Pan dit qu'il fallait abattre l'oiseau blanc !» cria la fée Clochette, qui voulait se défaire de sa rivale. Un des garçons, qui répondait au nom de la Guigne, banda son arc et tira après avoir crié « Écarte-toi, Clo !» Wendy reçut la flèche en plein milieu de la poitrine et s'abattit dans l'herbe avec un bruit mat. Les gamins se mirent à l'observer avec curiosité. « Mais ce n'est pas un oiseau !» s'étonna la plume. « D'après moi, c'est plutôt une dame !» À ce moment, Peter Pan atterrit parmi eux. « Bonne nouvelle, les gars !» annonça-t-il. « Je vous ai amené une très charmante maman pour vous raconter des histoires. Ne l'avez-vous pas vue ?» Les garçons ne répondirent pas, mais ils reculèrent d'un pas. Peter Pan découvrit alors Wendy, étendue sur le sol, une flèche plantée dans le cœur. Après l'avoir retirée, il demanda « À qui appartient cette flèche ?»« À moi, Peter, » avoua la Guigne. « Je mérite la peine la plus lourde. » Mais juste comme Peter voulait transpercer son copain de la flèche, ils entendirent Wendy murmurer « Pauvre la Guigne !»« Elle vit !» s'exclama Peter. Il s'agenouilla près d'elle et vit qu'elle portait autour du cou une petite chaîne à laquelle était accroché son joli bouton en forme de gland. « Regardez !» s'écria-t-il. « Ce bouton a retenu la flèche et c'est moi qui le lui avais donné. » Mais Wendy était tellement épuisée après ce long voyage qu'elle ne parvenait même pas à se lever. Alors Peter Pan et les garçons perdus construisirent autour d'elle une petite maison. Ils abattirent des arbres et en firent des planches. Ensuite, avec les branches, ils formèrent un toit. Dès que Michael et John furent venus les rejoindre, ils se mirent à leur tour à l'ouvrage. Lorsque l'abri fut terminé, Peter frappa à la porte. Celle-ci s'ouvrit et Wendy apparut. Elle lança autour d'elle un regard étonné. Tout de suite, les garçons perdus l'entourèrent et lui demandèrent « Madame Wendy, voudriez-vous être notre maman ?»« Je ne suis pas une dame, » rétorqua la fillette, « mais je ferai de mon mieux. » Les garçons, John et Michael,
allèrent alors se glisser dans le grand lit de leur propre maison sous la terre. Wendy les borda et leur raconta la fin de l'histoire de Cendrillon. Puis, elle alla dormir aussi. Peter Pan, lui, monta la garde devant la porte de Wendy pour la protéger des pirates et des animaux sauvages. Veux-tu savoir ce qui va arriver à Peter Pan et aux enfants? Tu le découvriras à la page 24. Les bébés esquimaux. Les petits bébés esquimaux ne connaissent pas les berceaux. Emmitouflés dans des fourrures, ils dorment sous les couvertures. Les petits bébés esquimaux vont se promener en traîneau. Leurs huttes rondes, toutes en glace, contre le froid, sont efficaces. Les petits bébés esquimaux, vêtus de chauds habits de peau, boivent de la neige fondue et de l'huile de foie de morue. Les petits bébés esquimaux ne sont jamais lavés à l'eau. Ils sont enduits de bonne graisse en une couche bien épaisse. Les petits bébés esquimaux, pour leurs parents, sont les plus beaux. Avec tous les enfants du monde, ils feront un jour une ronde. Peter Pan sauve Lys Tigré. Wendy et ses frères vivaient avec les garçons perdus. La fillette essayait d'être une bonne mère. Elle leur faisait la cuisine et raccommodait leurs vêtements. Et tous les soirs, elle bordait les garçons avant de leur raconter une histoire. Elle leur enseigna également qu'ils ne devaient jamais manger de gâteaux au sucre vert. En effet, les pirates déposaient très souvent des gâteaux de ce genre en divers endroits du pays de l'imaginaire. Mais comme Wendy les avait prévenus, les garçons perdus n'y touchaient pas. Les gâteaux séchaient sur place et ils devenaient aussi durs que de la pierre. Un soir, que le capitaine Crochet se promenait sur la plage, il trébucha sur un de ces vieux gâteaux. Il s'y écrasa le gros orteil et en souffrit horriblement pendant plusieurs jours. C'était l'été, et pendant la journée, les enfants s'amusaient près de la plage aux sirènes. Ils nageaient, faisaient la planche et jouaient avec leurs amis. Et lorsqu'ils étaient fatigués, ils se couchaient avec délice sur le sable ou sur l'îlot des abandonnés qui n'émergeait qu'à marée basse. Un soir, alors que tous les enfants dormaient sur l'îlot, Peter Pan s'éveilla au bruit d'un bateau. Il bondit sur ses pieds et hurla « Les pirates! Vite! Tout le monde à l'abri !» En quelques secondes, les enfants avaient plongé. Le canot approchait à toute allure. En effet, Smee et Starkey ramaient de toute leur force. Mais il y avait 3 personnes à bord. La belle princesse indienne, Lys Tigré, s'y trouvait ligotée, les mains liées derrière le dos. Les pirates l'avaient capturée alors qu'elle tentait de grimper dans leur navire. Entre-temps, la nuit était tombée. Smee alluma une lanterne pour chercher un endroit où aborder. À ce moment, l'avant du canot vint heurter l'îlot des abandonnés. « Nous y sommes !» cria le capitaine Crochet. « Mets l'indienne sur le rocher. Quand la mer montera, elle se noiera. » Mais Peter Pan et Wendy avaient tout entendu. Et le gamin était bien décidé à sauver la belle princesse. Comme il était très courageux, il n'attendit même pas que les pirates s'en aillent. Très doué pour les imitations, il se mit à crier avec la voix du capitaine Crochet. « Hé, marin d'eau douce, relâchez la princesse !»« Mais, capitaine Crochet, protesta Smee. « Faites ce que je dis !» tonna le faux capitaine. « Ou bien je vous plonge mon crochet dans le corps !» Les pirates ne se le firent pas répéter 2 fois et libérèrent Lys Tigré. Au moment où l'indienne plongeait dans l'eau, les pirates entendirent « Hé, marin d'eau douce !» Mais cette fois, c'était le méchant capitaine en personne qui nageait en direction du canot. Wendy le vit alors harponner l'embarcation au moyen de son crochet. Elle aurait voulu fuir, mais Peter lui murmura de ne pas bouger. « Notre idée des gâteaux a échoué !» gronda le capitaine Crochet. « Car les garçons ont avec eux quelqu'un qui les a prévenus.
Elle s'appelle Wendy. Mais, capitaine, proposa Smé, pourquoi ne l'enlevons-nous pas? Elle nous raconterait de belles histoires. Excellente idée, approuva le pirate. Nous allons capturer les enfants et les emmener à bord du navire. Les garçons seront jetés à la mer, tandis que la jeune Wendy s'occupera de nous. Le capitaine Crochet grimpa sur l'îlot des abandonnés, suivi de Smé et Starkey. « Où est les tigrés ?» demanda-t-il. « Mais nous l'avons relâché, ainsi que vous nous l'avez ordonné, » répondit le second. « Relâché !» gronda le capitaine. « Mais je ne vous ai rien demandé !»« C'était pourtant bien votre voix, » répliqua Starkey. « Vous avez dû entendre un fantôme des mers, » marmonna le capitaine. « Hé, fantôme des mers, est-ce toi? Si tu es là, réponds-moi !» Peter Pan ne put se retenir. « C'est moi, le capitaine Crochet, qui commente le navire des pirates !» cria-t-il en empruntant la voix du capitaine. « Impossible !» gronda ce dernier. « N'as-tu pas d'autre nom ?»« Bien sûr que oui !» répondit Peter Pan, cette fois avec sa voix normale. « Je m'appelle aussi Peter Pan. »« Peter Pan !» hurla le capitaine. « Emparez-vous de lui !»« Prêts, les copains ?» commanda Peter. « À l'attaque !» Le combat qui suivit fut bref et très violent. Les gamins bondirent sur Smé et Starkey, leur arrachèrent leurs sabres et les poursuivirent jusqu'à l'eau. Mais seul Peter Pan osa affronter le terrible capitaine Crochet. Ce dernier glissa sur le rocher mouillé. Mais Peter voulait un combat loyal et rattrapa son ennemi par la main pour le sauver. Aussitôt, le pirate sans honneur le mordit. Peter Pan fut tellement saisi qu'il ne songea même pas à se défendre lorsque le capitaine voulut le frapper avec son crochet. Et le pirate aurait sûrement réussi son coup s'il n'avait pas entendu le tic-tac d'un réveil matin. Blanc comme un linge, il sauta dans la mer et nagea aussi vite qu'il put jusqu'au bateau suivi de près par le crocodile. Pendant ce temps, les 6 garçons avaient grimpé à bord du canot des pirates avec John et Michael. Tous appelèrent alors Peter Pan et Wendy. Comme ils ne recevaient pas de réponse, ils pensèrent que ces derniers étaient rentrés et se dirigèrent vers la côte. De ce fait, ils ne virent pas Peter en train de hisser Wendy sur le minuscule îlot des abandonnés. « Hélas, l'eau commence à monter, Wendy, » dit Peter. « Crois-tu que tu pourrais nager ou bien t'envoler toute seule ?»« Je suis bien trop fatiguée pour cela, » répondit Wendy. « Je ne puis pas voler tout de suite. J'ai été blessée, » expliqua le gamin. À ce même instant, il sentit quelque chose qui lui frôlait le dos. C'était la corde d'un grand cerf-volant que Michael avait fabriqué quelques jours plus tôt. Lorsqu'il avait voulu le lancer, il l'avait lâché et le vent l'avait emporté. Peter Pan tira le cerf-volant vers lui et en enroula la corde autour de la taille de son ami. Il poussa celle-ci dans le dos et le vent l'entraîna. Le courageux gamin commençait déjà à sentir l'eau sur ses chevilles lorsqu'il vit un oiseau qui se dirigeait vers lui. C'était l'oiseau de l'imaginaire. Quelque temps auparavant, celui-ci était tombé à la mer avec son nid. Mais il n'avait pas voulu quitter ses petits, et Peter Pan avait alors demandé au garçon de ne pas s'en approcher, afin qu'il puisse couver ses œufs tranquillement. Aussi, l'oiseau de l'imaginaire voulait-il aider Peter pour le remercier. Lorsqu'il parvint à amener son nid à hauteur de l'enfant, celui-ci prit délicatement les œufs et les déposa dans le chapeau que John avait perdu au cours de la bataille. Ensuite, il s'agenouilla dans le grand nid vide et les vagues l'emportèrent vers la plage. Quant à l'oiseau de l'imaginaire, il était très satisfait de son nouveau logis. Les garçons perdus et les enfants Darling furent très heureux de retrouver leur ami sain et sauf. Ce soir-là, tous se couchèrent fort tard, car ils avaient des tas de choses à se raconter. Wendy n'eut pas besoin d'inventer des histoires pour qu'ils s'endorment. Veux-tu savoir ce que vont devenir Peter Pan et ses amis? Tu trouveras la suite de leurs aventures à la page 35. L'oncle indigne du prince Paxar. Le prince Paxar et son bon peuple, les Pax, vivaient heureux dans le très beau pays de Paxland. Hiver comme été, celui-ci était le plus merveilleux et le plus accueillant du monde. Le jeune et pacifique prince Paxar
avait épousé la princesse Nouka, qu'il avait rencontrée lors d'un de ses voyages en mer. Le prince avait également un oncle, mais celui-ci était insupportable. Aussi, Paxar lui avait-il ordonné de rester enfermé dans son château de l'autre côté de la baie. Quand il aurait appris à se montrer plus raisonnable, il pourrait revenir chez les Pax. Mais d'ici là, Paxar ne voulait plus le voir. Un jour, depuis une des tours de son château, l'oncle indigne vit, grâce à sa longue vue, que les Pax étaient occupés à dresser un énorme chapiteau. En effet, chaque année, ils organisaient, dans l'allégresse générale, une foire au bétail et aux légumes. L'oncle assista ainsi à l'arrivée de gros moutons, à la toison bien épaisse, et de belles vaches aux grandes cornes. D'autres Pax apportaient de magnifiques choux-fleurs, des concombres géants, de très longs haricots verts et bien d'autres légumes encore. Comme tous les ans, le fermier Thor arriva avec une courgette. Mais cette fois, celle-ci atteignait une telle taille qu'il espérait bien gagner le premier prix, une coupe en or. Quand l'oncle du prince Paxar constata que tous les villageois se trouvaient à l'intérieur du chapiteau, il se hâta d'embarquer 2 gros sacs ainsi qu'un oiseau jaune dans une cage. Il rama énergiquement jusqu'à la rive où le chapiteau était installé. Mais le prince Paxar, qui arrivait juste à ce moment avec son épouse, le vit s'approcher. « Que fais-tu ici » gronda-t-il. « Retourne dans ton château. Tu sais fort bien que tu ne peux pas en sortir tant que tu ne te conduiras pas convenablement. » Mais l'oncle fit la sourde oreille et il continua à ramer. « Je me conduis fort bien, désormais, » affirma-t-il en grimpant sur les quais. « Je suis l'oncle le plus raisonnable de toute la Paxlande. J'ai apporté de beaux animaux et de superbes légumes pour la foire. S'il te plaît, laisse-moi participer au concours, Paxar. » Mais le prince Paxar n'avait pas confiance dans son oncle. Il allait le renvoyer dans son château quand la princesse Nouka insista. « Laissons-le entrer. Donnons-lui sa chance. Sinon, nous ne saurons jamais s'il a vraiment réussi à s'améliorer. »« Je serai parfaitement correct, » assura l'oncle ravi. « Tellement correct que je vais remporter le premier prix. » Et il amena ses sacs et son oiseau à l'intérieur du vaste chapiteau. À ce moment, une sonnerie de trompette retentit. Le prince Paxar et la princesse Nouka commencèrent à examiner les légumes exposés. Ils trouvèrent la courgette de Thor fort réussie, mais celle de l'oncle était beaucoup plus impressionnante encore. Cependant, après s'être penchée sur celle-ci, la princesse Nouka déclara « Ton oncle n'a pas changé. » Elle piqua la courgette avec une aiguille et aussitôt, une explosion fit disparaître le gros légume. La splendide courgette n'était rien d'autre qu'un ballon peint en verre. Le prince Paxar et la princesse Nouka se dirigèrent ensuite vers les moutons. Celui du mauvais oncle était vraiment bien dodu, et sa chair était recouverte d'une épaisse toison. « Mais ce n'est pas un mouton !» s'écria la princesse. « C'est un cochon recouvert de laine. » Le cochon grogna et hocha la tête, car il n'avait pas apprécié de devoir jouer le mouton. Le prince et la princesse examinèrent alors les canaris. Celui de l'oncle de Paxar était énorme et doté d'un joli plumage doré. « Faites chanter vos canaris » demanda la princesse aux participants. Tous les oiseaux s'exécutèrent, à l'exception de celui de l'oncle. « Eh bien, mon oncle, » interrogea le prince, « ton canari ne chante pas ?»« Cra, cra, cra » fit alors le volatile. En fait, il s'agissait d'un corbeau peint en jaune. « Viens ici !» ordonna le prince furieux. Mais l'oncle avait déjà disparu
tout en emportant la coupe en or. « Là, il part avec la coupe !» s'écria Thor, tandis que l'oncle indigne sautait dans son bateau et se mettait à ramer sec en ricanant. « La coupe est à moi, car je ne suis pas seulement l'oncle le plus indigne de toute la Paxland, je suis aussi le plus malin. »« Le plus malin, sûrement pas, » riposta la princesse Nouka, « car j'ai percé un trou dans ton bateau. » En effet, ce dernier se mit bientôt à couler et l'oncle indigne se retrouva tout penaud dans l'eau. Mais comme les Pax étaient de braves gens, ils le sortirent du bain sans tarder. Ils furent cependant suffisamment intelligents pour le renvoyer dans son château.